le laboratoire d'analyse des sociétés et pouvoirs Afrique Diaspora de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, en partenariat avec le CRDI et Affaires mondiales Canada, vous présente les modules de formation pour une prise en charge holistique et multisectorielle des violences basées sur le genre. Bonjour, je suis Ndeye Tindiaye, membre de l'équipe de recherche Action IRA. Je suis la responsable de l'intervention. Dans cette vidéo, nous allons vous parler de 3 aspects du processus d'accompagnement que l'on appelle communément prise en charge. Alors, ces aspects-là dont je voudrais vous parler aujourd'hui sont l'hébergement, l'intervention donc en centre d'hébergement et la formation. Pour chacun de ces 3 aspects, nous proposerons des éléments de définition, montrerons leurs fonctions dans le dispositif général d'accompagnement, ainsi que les modalités pratiques pour leur mise en œuvre. Alors, le premier point, c'était l'hébergement. Pour certaines victimes, que nous appelons aussi survivantes, pour des raisons qui sont explicitées dans un autre module, l'hébergement peut constituer une étape nécessaire du processus d'accompagnement. Les services d'hébergement sont offerts par des structures dédiées, aspirant à une prise en charge dite holistique, donc in situ. C'est les services du type All-in-One, les One-Stop Center, etc. Alors, ces maisons ou centres d'hébergement sont généralement des structures privées ou publiques qui accueillent et hébergent de façon temporaire des femmes et des filles survivantes de VBG. Alors, on insiste sur l'aspect temporaire parce qu'on se dit que l'hébergement est une réponse urgente à une situation où la personne, justement, a besoin d'être mise à l'abri. Alors, justement, et protéger. L'hébergement sert donc à mettre à l'abri et protéger la survivante en lui offrant un cadre sécurisé qui prenne en compte les besoins considérés comme urgents. Concrètement, l'hébergement a pour mission première de faire cesser la violence. Elle fait cesser la violence dans la mesure où la personne est littéralement extirpée du milieu où se passe la violence. Alors, il va permettre une prise en charge holistique, comme je disais tout à l'heure, et un soutien moral et psychologique à travers les services suivants: accueil et écoute, accompagnement psychosocial, accompagnement juridique et judiciaire, le suivi sanitaire, ici qui va inclure un suivi de grossesse lorsque la personne a subi un viol suivi d'une grossesse, par exemple, ce qui arrive aussi souvent. L'accompagnement socio-éducatif pour les jeunes femmes qui ont besoin de retourner à l'école. Et tout ce qui est question de médiation. Et là, bien sûr, rappeler que la médiation doit tenir compte de la sécurité de la survivante. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la violence se passait dans la famille d'origine, il va falloir considérer cette médiation-là en tenant compte de la présence ou non de la personne qui aurait commis l'agression. L'accompagnement mère-enfant qui est aussi offert en centre d'hébergement, qui est un accompagnement nécessaire, surtout lorsque c'est des personnes qui ont 13 ans ou 14 ans qui se retrouvent mères. Alors, il faut rappeler qu'en dépit de l'importance de l'hébergement dans le parcours de prise en charge, donc pour les personnes qui ont subi des viols, inceste, mariage précoce, violences conjugales, violences économiques, violences psychologiques et d'autres violences sexistes de toutes sortes, en dépit de l'importance de cet hébergement-là, il y a très peu de centres d'hébergement au pays. La cartographie qui avait été réalisée dans le cadre du projet montre les éléments suivants qui, en fait, nous ont alarmés. C'est-à-dire que le Sénégal dispose de 28 structures d'hébergement qui sont fonctionnelles dans les 10 régions. Dakar abrite 10 de ces structures-là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une forte concentration, en fait, de ces structures dans les capitales régionales et bien sûr dans Dakar. 4 de ces régions, qui sont des grandes régions quand même, Matam, Diourbel, Kaffrine et Sédhiou, se retrouvent sans aucune structure d'hébergement et donc sont contraintes de référer leur cas à d'autres régions ou de trouver des palliatifs qui sont plus ou moins informels, comme le recours à des familles d'accueil.
Et il existe donc une disparité territoriale forte en matière de couverture en centre. Alors, la précision qu'il faut faire ici, c'est que les centres sont majoritairement l'initiative de la société civile. Et ça, c'est notre enquête aussi qui l'a révélé, l'enquête cartographique. Alors, ici, on entend les associations et les ONG qui vont représenter 75% des structures d'hébergement. Seuls 7 établissements sont publics. Et donc, dans le cas qui nous préoccupe, il s'agit surtout des CPA, donc qui sont les centres de premier accueil. Dans ce cas-ci, c'est les centres qui sont à Saint-Louis, Ziguinchor, Dakar. On parle aussi du centre Guindy, des CEDAF, etc. Dans les centres qui sont gérés par l'État, l'hébergement n'est pas spécifique au VBG, notamment dans le cas des CPA. Le travail qui est fait correspond davantage à une protection de l'enfance, donc les 0-18 ans. Les CPA ne vont pas accueillir les mères et leurs enfants, donc ils n'accueillent pas les bébés. Ça en fait donc une structure limitée lorsqu'il s'agit de prendre en charge des personnes qui sont au nexus, en fait, qui se situent au nexus VBG et conséquences de ces VBG-là. Donc on pense lorsque les VBG ont donné lieu à des grossesses, forcément il y a un enfant, et donc la prise en charge de la grossesse n'est pas nécessairement faite dans ces CPA-là. En fait, ils ne sont tout simplement pas outillés pour le faire. C'est pour ça que c'est intéressant aussi d'avoir les autres types de centres qui font cet accompagnement-là. Alors, le paquet de prise en charge ordinaire, donc de base, comprend l'assistance scolaire, l'assistance professionnelle et sociale, ainsi que l'accompagnement juridique. D'autres services complémentaires sont proposés par quelques centres, notamment les soins médicaux. Il y a une très petite visibilité des centres, ça il faut le rappeler, qui fait qu'ils sont moins connus par les personnes, notamment par les jeunes qui en auraient besoin. Donc ici l'exemple le plus connu, c'est que pendant l'enquête cartographique, on a vu que 3 centres seulement disposent de sites internet. Et parmi ces 3, c'est 2 qui sont présents sur les réseaux sociaux. Alors, ça veut dire que plus de 82% des structures n'ont aucun dispositif de communication. Et dans la même région, ce qu'on remarque, c'est que les structures qui sont donc dans la même région peuvent ne pas se connaître et donc forcément ne vont pas travailler ensemble, ce qui rend difficile le système de référencement. Alors, cette méconnaissance, bien sûr, des centres est corroborée par une autre enquête qui a été réalisée par l'équipe IRA, qui est l'enquête perception et qui indique que la quasi-totalité des adolescentes qui ont été interrogées, donc ici on est sur 83,8% des adolescentes, vont ignorer jusqu'à l'existence même au Sénégal de centres d'hébergement susceptibles d'accueillir les victimes de violences sexistes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être pour ces adolescentes-là, il y a le sentiment certainement d'être perdues face à de la violence et puis peut-être à des recours possibles. Alors, qu'est-ce que c'est que ces maisons-là, les centres d'hébergement, tout? On fait une petite présentation. Les maisons ou centres offrent aux survivantes une mise à l'abri, des logements collectifs qui prennent la forme de chambres individuelles, de chambres en binôme ou de dortoirs. Dans tous les cas, ce qui est intéressant, c'est que le recours, en fait, la proposition d'une chambre individuelle ou en binôme ou même d'un dortoir devrait tenir compte des besoins de la survivante qui est accueillie. La pratique en ce moment dans le pays, c'est plus des dortoirs, mais cela est à mettre en lien avec les ressources qui sont disponibles dans les centres, en termes de logistique, les ressources financières, etc. On rapporte ce point parce que les personnes qui travaillent en centre nous ont nommé quand même la nécessité d'avoir des chambres, en binôme pour favoriser une intégration, briser la solitude, mais aussi réduire le risque de conflit que l'on va plus observer dans les trop grands dortoirs. Et il y aurait plus de confort pour les mères et leurs enfants quand on est dans les situations de chambres en binôme ou même les chambres individuelles. Alors, dans les centres, on observe aussi la présence d'espaces éducatifs et bien entendu que tous les centres n'ont pas les mêmes ressources, donc cela veut dire que ces espaces-là vont varier d'un centre à l'autre. Là, on pense d'une salle polyvalente, une salle d'entretien, des bureaux, la salle d'intervention aussi souvent, la bibliothèque, cuisine, réfectoire. Il y a aussi un espace santé qui n'est pas disponible dans tous les centres, mais qui est souhaité
Là, on pense infirmerie, salle de soins, une salle pour le médecin, s'il y a un médecin, une gynécologue, une sage-femme. En termes de ressources humaines, ce que le modèle va recommander et qui est aussi observé dans certains centres, ça va être d'avoir des travailleurs sociaux, des personnes qui sont éducatrices spécialisées, les puéricultrices, les infirmières, médecins, personnel d'entretien, sages-femmes, pédiatres, psychologues, gynécologues, infirmiers, etc. C'est important en fait d'insister sur cette équipe-là parce que c'est la seule chose, en fait, c'est le seul moyen qui pourrait permettre au centre de recourir moins aux services externes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est en ayant ce dispositif-là plus ou moins complet qu'on pourrait réellement parler de centre holistique, en fait, d'un suivi, d'une prise en charge holistique. Alors, bien sûr, une équipe de soutien dans laquelle on verrait des monitrices, des animateurs, animatrices socioculturelles et aussi des bénévoles. Alors, en termes d'équipement, on parle plus du matériel, des bureaux, pour les activités ludico-pédagogiques. Et on sait aussi que les centres d'hébergement ont besoin d'équipements plus du type véhicule, ambulance pour faciliter l'accès aux structures de santé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aurait une meilleure autonomie parce qu'on a vu pendant l'enquête qu'il y a des centres qui, des fois, vont aller demander un service au voisin qui a un véhicule pour amener une jeune femme qui doit accoucher à l'hôpital. Donc c'est important en fait de rajouter ça au dispositif. En termes de sauvegarde et de sécurité, les centres doivent respecter certaines normes liées à la disponibilité d'extincteurs, de boîtes pharmacie, d'hygiène et tout autre protocole de sécurité. Pour l'instant, bien entendu, comme il n'y a pas une standardisation de ces services-là, il est plus difficile de savoir qu'est-ce qui est réellement disponible dans quel centre. Alors, les mesures de sauvegarde doivent également prévoir un système de plainte et de feedback pour permettre aux survivantes de pouvoir faire remonter les informations sur leurs conditions d'hébergement. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en fait, il faut réfléchir à des mécanismes qui permettent de ne pas revictimiser les personnes et donc qu'elles ne subissent pas d'autres formes de violence dans les centres. Comme je disais, le second point, c'est l'intervention. Alors ici, il est important de préciser que nous parlons bien évidemment de l'intervention en centre d'hébergement auprès des survivantes de victimes de VBG. Alors, qu'est-ce que l'intervention? L'intervention est un suivi individuel ou de groupe, formel ou informel, qui va permettre de créer un environnement propice à l'écoute, l'accompagnement et l'orientation des résidentes d'un centre. Elle peut être basée sur différentes approches choisies en fonction du contexte et des besoins bien entendu. Des formations spécifiques pourraient être nécessaires pour mieux outiller les travailleuses sociales et autres intervenantes qui sont en maison d'hébergement afin d'identifier les approches qui favorisent l'épanouissement des adolescentes survivantes de violences basées sur le genre. Alors, l'intervention en centre d'accueil et d'hébergement va permettre de planifier un accompagnement empathique en fonction de la situation personnelle et familiale, bien entendu. Donc là, on fait référence aux expériences, aux vécus et ainsi qu'aux besoins urgents. L'intervention doit se faire dans le respect du cadre légal et idéalement avec une approche centrée sur les survivantes qui permet de prendre en compte leurs besoins et expériences. Alors, cette approche-là centrée sur les survivantes est une approche dont on parle dans un autre de nos modules. Alors, les types et les moments d'intervention, on peut commencer par l'intervention individuelle. L'intervention individuelle va proposer des rencontres formelles, structurelles et programmées. Ces rencontres peuvent être hebdomadaires ou bi-hebdomadaires. Elles constituent un espace sûr de non-jugement centré sur les besoins de la résidente en termes d'écoute, de soutien, d'accompagnement, d'orientation pour la suite du séjour et les perspectives post-hébergement. Donc c'est vraiment le moment où on fait le grand focus sur la survivante et sur ses besoins bien entendu et sur son expérience parce que c'est aussi ça qui va nous renseigner sur comment on l'accompagne. Alors, dans le cas des adolescentes, l'intervention individuelle constitue également un moment d'apprentissage, d'analyse de structures inégalitaires qui produisent et légitiment les VBG, ainsi qu'une possibilité de déconstruction des stéréotypes sexistes sur leur santé sexuelle et reproductive.
Pour ce qui est de l'intervention de groupe, donc en opposition à l'intervention individuelle, ça serait une rencontre plus planifiée aussi. En fait, c'est planifié, mais qui est destinée aux résidentes de manière générale. Elle va permettre de tisser des liens de solidarité entre les membres du groupe à travers le partage d'expériences et d'expertise. Comme espace d'écoute et de non-jugement, elle permet de briser l'isolement et de réduire le sentiment de culpabilité que peuvent ressentir certaines victimes. Donc ici, je rappelle que lorsque les gens subissent un viol, en général, on a bien sûr tendance à dire qu'est-ce que tu faisais là-bas, comment tu étais habillée, etc. Ce qui constitue un ensemble de processus par lesquels on revictimise la personne. Donc l'intervention de groupe va aussi permettre de défaire cette culpabilisation-là. Alors, les intervenantes peuvent fixer les thématiques à discuter en concertation avec les résidentes. Cela permet de tenir compte des besoins en introduisant des sujets spécifiques identifiés au préalable, comme pertinents pour les adolescentes. Donc ça, c'est la notion de santé sexuelle, les notions de consentement, tout ce qui est en fait analyse réelle aussi des violences basées sur le genre. Donc bien entendu, c'est une occasion pour travailler sur le sentiment d'appartenance, la confiance en soi, etc. Donc, l'intervention de groupe est aussi un moment propice pour ramener la question des violences comme un problème social et non individuel. Et ça, c'est un point vraiment important lorsqu'on est dans un processus d'accompagnement qui vise à centrer la survivante, en fait. À côté de ces formes et types d'intervention-là, on a l'intervention informelle, toujours en centre d'accueil et d'hébergement, qui va se faire autour d'un repas, pendant des activités domestiques, pendant des activités socio-éducatives ou encore lors de moments de détente. Cette intervention-là, contrairement aux autres, elle n'est ni programmée ni structurée. Pour l'adolescente, elle va avoir l'air d'une conversation régulière, tandis que pour l'assistante sociale ou l'autre monitrice, il s'agit d'une occasion très très claire pour permettre d'offrir une écoute et mieux identifier les besoins de celles qui s'expriment moins en groupe ou en rencontre individuelle. Donc ici, la précision, c'est qu'il y a des personnes qui vont avoir tendance à moins prendre la parole quand on est dans une situation de groupe ou qui vont tout simplement moins partager lorsqu'on est en suivi individuel. Et donc pour ces personnes-là, l'intervention informelle est un bon cadre pour permettre l'accompagnement et saisir un peu les informations importantes. Bien sûr, tout ça se fait dans une confidentialité totale, même si c'est un espace moins organisé. Alors, on en arrive au dernier point, qui était la formation, qui, elle, concerne l'ensemble des outils utilisés pour permettre la capacitation des acteurs ainsi que les victimes survivantes. Alors, la formation a pour mission de fournir aux différentes personnes impliquées dans le lieu d'hébergement, donc le centre, les connaissances et les compétences nécessaires à la bonne prise en charge des victimes, des survivantes, d'une part, et d'autre part, à assurer la continuité des processus formatifs des adolescentes qui sont accueillies dans les structures, de préparer leur réinsertion sociale et économique, leur rescolarisation pour celles qui étaient en milieu scolaire et d'appuyer le processus d'autonomisation économique. Alors, la formation englobe également l'ensemble des activités proposées par un centre pour permettre aux résidentes d'acquérir de nouvelles compétences. Pour les acteurs et actrices impliqués dans les processus d'accompagnement et de prise en charge, les formations suivantes nous paraissent pertinentes. Accueil de la survivante, technique d'écoute. On sait que ces deux points-là, et l'accueil et les techniques, c'est des choses sur lesquelles les personnes sont habituées à travailler, mais quand même, on pense que c'est intéressant d'y retravailler en tenant compte de certaines approches, notamment l'approche centrée sur les survivantes, qui est évoquée, comme je disais tout à l'heure, dans un autre module. Les droits humains aussi, qui s'avèrent être une formation importante. D'autres approches, les approches féministes, des réflexions et des formations sur les violences basées sur le genre, mais aussi sur le nexus, violences basées sur le genre, santé sexuelle et reproductive, et aussi des stratégies de fundraising qui ici deviennent extrêmement importantes lorsqu'on sait que la plupart des centres ne sont pas des centres proposés par l'État. Donc ça veut dire que c'est des centres qui fonctionnent aussi sur des recherches de financement
externes, donc qui fonctionnent par projet, et donc qui ont donc besoin de développer des skills en matière de fundraising. Alors, pour les survivantes, ce qu'on voyait comme formation fait partie aussi du processus d'accompagnement. Ici, on pense que ces formations-là peuvent être constituées d'activités qui favorisent le bien-être, le développement psychologique, émotionnel et social. Alors, elle va prendre en compte le statut social des jeunes femmes, le type de violence vécue, ainsi que les conséquences physiques, sociales et sanitaires. Alors, les modalités pratiques de ces formations-là peuvent inclure l'art, donc la photothérapie, musique, théâtre, l'écriture, pourquoi pas, comme activité d'expression de soi. C'est des choses aussi que les survivantes peuvent après utiliser dans d'autres espaces lorsqu'elles ne seront plus en centre d'hébergement. Toujours pour les survivantes, scolarisées ou pas, on pense formation en droits humains, violence basée sur le genre, santé sexuelle et reproductive, leadership, alphabétisation pour celles qui en ont besoin et rescolarisation pour celles qui étaient déjà dans un cursus scolaire. On pense aussi formation qualifiante, ça c'est des choses qu'on a observées pendant les enquêtes. Donc il y en avait qui étudiaient la coiffure, restauration. Puis on pense aussi à tout ce qui est formation en entrepreneuriat. On a observé des activités de transformation, notamment de produits céréaliers et d'autres types d'activités dans les centres. Alors, pour réaliser les formations indiquées, les pistes suivantes peuvent être explorées. Écoles publiques et privées, centres de formation professionnelle, activités de groupe. Bien sûr, les activités de groupe peuvent se tenir au sein des centres. C'est ça qu'on observe d'ailleurs quand ça concerne la transformation de produits céréaliers, le jardinage, toutes sortes de choses comme ça. La teinture aussi, on a vu ça dans certains centres. Et la suggestion ici, c'est aussi qu'il y ait des partenariats qui se développent avec des structures comme la DER, 3FPT, etc. pour permettre aux adolescentes qui ne sont pas dans un processus formel d'éducation, donc les personnes qui ne sont pas au lycée ou quoi, d'avoir accès à une formation qualifiante et diplômante qui leur permettrait par la suite d'avoir réellement quelque chose à monnayer lorsqu'il s'agit de parler d'autonomisation économique. Alors, les formations de manière générale vont contribuer au renforcement de capacités et des personnes qui travaillent dans les centres et donc des jeunes personnes, adolescentes qui sont hébergées dans ces centres-là. Ce module a permis de mettre en lumière les enjeux et aspects pratiques en lien avec les structures d'hébergement, l'intervention dans les centres ainsi que la formation. Ces éléments doivent évidemment être compris en tenant compte des autres volets du modèle de référence.